Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Info 83 de retour pour Côté Sport, l'émission sportive, l'actualité sportive aussi bien internationale que locale avec la légende du journalisme sportif à ma gauche, je cite Yves Mérins. Bienvenue Yves. Bonjour Mehdi, bonjour à tous. Toujours un honneur pour moi d'être à tes côtés. Ah ben c'est pourvu que ça dure. Hein. Ah ben pourvu que ça dure, avec grand plaisir. Et on a avec nous aujourd'hui une autre légende, une envergure internationale, on peut le dire, puisqu'on a le grand gagnant du Tour de France 1966, monsieur Lucien Aymar. Bienvenue Bonjour. sur notre plateau, Lucien. Merci, bonjour. Vous êtes le bienvenu, vous revenez aussi quand vous voulez, parce que c'est la première fois qu'on vous reçoit. Très bien, du moins que j'ai la clé pour entrer, je viendrai souvent. Volontiers, vous l'aurez, avec grand plaisir. Alors, je vais te laisser, Yves, présenter la légende Lucien Aymar. Il faut le présenter parce que Lucien, il a un certain âge, mais il est toujours tellement jeune dans sa tête. C'est pas quelqu'un d'ordinaire. Lucien, c'est un monument, c'est une légende, c'est un immense champion. Je sais un peu de quoi je parle parce que je pense que dans le monde, il y a trois grands événements. Il y a les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de football et le Tour de France. Oui. Et Lucien, il a gagné le Tour de France. Il n'y en a pas beaucoup. Absolument. Depuis la guerre, il n'y a que 8 Français, si je ne dis pas de bêtises, qui ont gagné le Tour. Donc, il fait partie de cette légende. Donc, c'est quand même quelqu'un de remarquable et extraordinaire. Et on peut le dire, une figure locale qui plus est. Oui, ça serait même... il faudrait qu'on trouve d'autres termes. Donc, 9 participations au Tour de France, toujours dans les... Je crois 3 ou 4 fois dans les 10 premiers. Oui. Vainqueur 5 66. fois dans les 10 premiers. 5 fois dans les 10 premiers. Équipe Ford, équipe BIC, équipe Pelfort le Jeune, Sonolor le Jeune, si je veux dire. Oui. Ami intime de Monsieur Jacques Anquetil. Donc ça, c'est pas donné à tout le Grande monde. figure du cyclisme aussi, C'est exceptionnel. probablement le numéro 1 de l'histoire. Peut-être que Bernard Hinault va m'en vouloir, mais tant pis. C'est un immense champion, champion de France aussi, qui a fait les Jeux Olympiques, qui a un palmarès long comme le bras. Donc voilà, aujourd'hui, voilà le bonhomme qu'on a en face de nous, que les jeunes s'en inspirent parce que c'est pas tous les jours qu'on reçoit quelqu'un de cette trempe. Et j'insistais, on dit figure locale, puisque vous êtes un Hiérois. Oui, je suis né hier, oui. Donc c'est un honneur en plus de recevoir un grand champion et qui plus est, qui vient du paysage local. Oui, je suis né hier et je suis pratiquement resté toute ma vie ailleurs, jusqu'à maintenant, du moins. Alors c'est encore une fois un très grand honneur de vous avoir avec nous. Alors Yves, justement, on est en plein dans l'actualité pour le coup du Tour de France. Oui, parce qu'il y a quelques jours, il y a la carte du nouveau Tour de France 2023 qui est sortie. J'ai failli faire un malaise quand j'ai vu le Tour de France comme ça. C'est la première fois que je vois le Tour de France qui ne fait pas le Tour de la France, quoi. Voilà. Ça part de Bilbao pendant 3 jours, ça reste un peu dans les Pyrénées, ça monte en travers, ça va dans les Alpes, on prend le train, on va à Paris, terminé. Il y a un tracé un peu particulier. La Bretagne, le Nord, la Provence, le Sud-Est, tout ça, on ne sait plus où c'est. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu bizarre et je voulais avoir un peu l'avis de Lucien là-dessus parce que, bon, à son époque, on faisait pratiquement le Tour de France chaque année, quoi. Oui, tout à fait, oui. C'est vrai que le Tour de France cette année, il y a quelques fois aussi, on a vu les Tours de France ils évitaient la Bretagne, ils évitaient le Nord, ils évitent souvent la Provence. Il y a aussi le fait que, je me souviens quand Gimiani nous racontait des anecdotes concernant le Tour de France, il dit moi j'ai gagné Toulouse-Bordeaux, j'ai gagné Roubaix-Paris. Et il me dit maintenant les coureurs ils gagnent le Grand Prix des Fontaines à pagayer, quoi. Donc, Oui. dans un palmarès, ça fait bien, quoi. J'ai gagné. Et je pense que les organisateurs du Tour de France sont plus près de tout ce qui est financier plutôt que sportif, parce que bien sûr qu'il faut de l'argent pour organiser, bien sûr c'est un montage énorme, il y a 5000 personnes pendant un mois, c'est pas évident hein, de prendre tout le monde en charge, mais néanmoins, je pense que la légende Tour de France voudrait que le Tour de France passe en partie dans chaque région, au moins une fois dans la région. Oui, Sur 21, voire 23 étapes, ça serait quand même intéressant de voir que le Tour de France fait le Tour de France et non pas une partie, oui.
On ne tourne pas un peu le dos à l'histoire, là, Lucien? On est pris dans cet engrenage économique, financier. Bon, là, l'année dernière, on est parti du Danemark, maintenant d'Espagne. Le jour où ils vont partir, ils sont en train de négocier pour partir du Qatar, d'Arabie Saoudite. Alors, ils vont faire les Jeux Olympiques en Arabie Saoudite, les Jeux Olympiques d'hiver. Ouais. On peut faire le départ du Tour de France là-bas aussi. Oui. Alors, Ça dépend du chèque, quoi. C'est important d'en parler. On a eu l'occasion sur une émission précédente de parler justement de cette culture-là, de ces traditions-là, à propos notamment du GP, justement, du Grand Prix F1, on parlait de Formule 1, et de dire, donc, justement, c'est important d'avoir votre avis en tant que grand sportif, de savoir, est-ce que finalement, comme on dit, le sport, c'est finalement donc que l'activité sportive, mais je pense que le Tour de France, c'est des valeurs aussi, c'est toute une culture donc, qu'il y a derrière. Oui, il y a la culture, puis il y a aussi ce qu'on voit ces dernières années, c'est les dangers qu'il y a sur la route maintenant pour les coureurs. Il y a de plus en plus de chutes, et des chutes qui sont quand même de plus en plus graves. Dans le vélo, il y a très peu d'accidents mortels. C'est des chutes spectaculaires qui font froid au dos quand on les voit, mais en général, les coureurs s'en remettent. Maintenant, on voit de plus en plus de coureurs qui tombent. Alors, il y a le fait que les coureurs vont beaucoup plus vite, avec des braquets qui sont démentiels. Maintenant, on pousse les braquets à plus de 10 mètres chaque coup de pédale, ce qui fait qu'on perd de l'agilité, on perd de l'équilibre. Mais néanmoins, donc, les routes sont faites pour ralentir les automobilistes pour pas qu'ils aillent vite, et parallèlement, les coureurs subissent aussi ces problèmes de ralentisseurs, de chicanes. Et le vélo devient un sport quand même assez, je ne vais pas dire dangereux, mais un sport quand même délicat. Est-ce que c'est pas un symptôme Tu disais, oui, Lucien, qu'ils vont plus vite aujourd'hui, sauf en descente. Parce que Oui. tu as toujours été reconnu comme le meilleur descendeur du monde. Comment tu le vis, ça? Comment tu l'expliques? Mais disons que dans le vélo, il y a des spécialités. Il y a des coureurs qui sont des spécialistes et qui ont des dons. On a un don de sprinter, de grimpeur, de rouleur et un don de descendeur. Le problème de descendeur, c'est que jusqu'à même maintenant, ça se fait de mieux en mieux, mais quand même pas encore à la hauteur donc, de l'exploit. C'est qu'il y a pas il y a des chronométrages. On prend les chronos au sommet des cols et en bas, mais on ne voit pas les coureurs comment ils descendent. Donc on sait on est descendu à telle vitesse. Et ça, donc, ça ne s'apprend pas, disons, le fait de négocier les virages, le fait de pouvoir, je dirais, prendre des risques, entre parenthèses, ça se domine, ça se maîtrise et c'est inné. Ça ne s'apprend pas, c'est inné. c'est intrinsèque, vraiment. C'est intrinsèque, oui. Il faut beaucoup de courage. Il faut être doué, le courage, parce qu'on n'y pense pas. On n'est pas là pour dire je vais me casser la figure. Moi, je suis pratiquement jamais tombé dans une descente. Et j'ai descendu le Ventoux à 140 à l'heure. Donc, à 140 à l'heure sur des boyaux qui sont larges comme le doigt. C'est impressionnant. On est comme un ski, on touche plus l'asphalte, on vole, on est par-dessus, quoi. Alors, si un boyau éclate, ça fait. Mais on n'y pense pas. On n'y pense pas. Thibaut Pinot, t'as jamais appelé, non, pour prendre quelques conseils? Mais la dernière année que j'ai fait le Tour de France, en 73, je me souviens, il y a il y a un départ des Alpes et l'arrivée à Nice. Il y avait 3 ou 4 cols, on était parti avec une quinzaine de coureurs. Et j'étais le dernier coureur à être rejoint. Il y avait Adorni qui était dans l'échappée aussi, dans le col de Turini. Et donc le peloton me rejoint. Et au sommet du Turini, je passe avec 8 minutes 30 de retard au sommet. Et en bas du Turini, j'avais rejoint les premiers. Et à l'époque, Pierre Chany, journaliste connu dans le milieu, avait fait des statistiques. Il avait dit que pour reprendre 8 minutes 30 dans les 30 km, 28-30 km, il fallait aller 2 fois plus vite. Donc C'est exceptionnel. c'est exceptionnel, oui. Bon, Ça, voilà, j'imagine un moment fort dans la carrière, ce moment-là, de se dire 8 minutes 30, peut-être tout est perdu, et finalement. mais 8 minutes 30 dans le Ventoux ou dans le Tourmalet, on ne les reprend pas. Et oui, tout à fait. Par contre, le Turini, c'est beaucoup de virages. C'est très technique. C'est une descente où on demande beaucoup d'être virtuose, mais surtout beaucoup de connaissances. Et de ce fait, parce que dans une descente, je vais vous faire un petit aveu, si vous voulez.
Ah ben Très volontiers. volontiers, très volontiers. J'espère que les coureurs ne m'écoutent pas. La première chose à faire dans une descente, c'est que quand on est en pleine descente, il faut freiner du frein avant. Donc, quand on freine du frein avant, tout le poids vient se figer sur les bras et sur la roue devant. Et quand on rentre dans le virage, on lâche les freins, le frein avant, à l'arrière, et à ce moment-là, quand on sort du virage, on doit sortir plus vite que quand on est rentré. Et de ce fait, donc, le coureur qui rentre, mettons, à 40 à l'heure, il sort à 50 à l'heure, il descend bien. Un coureur qui rentre à 40 à l'heure dans le virage, il sort à 35, il va pas vite. C'est pour ça que donc on gagne du temps. C'est quand on rentre dans un virage et avec la force centrifuge qu'on a par rapport, parce qu'on fait le dernier moment, on lâche les freins et on sort beaucoup plus vite. Ça fait comme un transfert de poids en quelque sorte. Transfert de poids, voilà. Alors justement, je vous prends au mot, Lucien, j'aimerais avoir l'avis d'Yves à ce sujet. Vous dites que justement, finalement, il y a beaucoup de techniques à vélo, et est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'aujourd'hui, avec l'apport technologique, vous parliez des braquets, etc., est-ce que vraiment le sport a changé? Est-ce que la technique est, on va dire, est toujours mise en avant ou trop peu au profit du matériel? Bon, moi, je pense, ça c'est un avis personnel, je pense que les coureurs d'aujourd'hui sont beaucoup plus athlètes que de notre époque. Des coureurs beaucoup plus performants, beaucoup plus explosifs. C'est le fait que dans les années 60, les étapes faisaient 250, 280 km. Aujourd'hui, les étapes font 180, 200 km. On ne demande pas le même effort à l'athlète. La même cadence. Et la même cadence. Donc les coureurs sont beaucoup plus explosifs. Et de ce fait, donc, nous, on était beaucoup plus endurants. Donc, c'est pas les mêmes efforts qu'on demande. Et je pense qu'aujourd'hui, les athlètes, les coureurs sont beaucoup plus d'athlètes. Oui. Il n'était pas qu'un descendeur. Le milieu du cyclisme le reconnaît aussi comme un des plus intelligents tactiquement. Tout à l'heure, il parlait de Pierre Chany, qui était une grande plume de l'équipe. Il écrivait ça au lendemain du maillot jaune de 66. Nous célébrons aujourd'hui le maillot jaune de ce coureur, trapu à la chevelure frissonnante, qui rappelle aux anciens par sa silhouette le fameux Octave Lapise, mais qui émarge par son intellect au chapitre des cerveaux du cyclisme. Car non seulement Lucien pédale bien, non seulement il sait contraindre son corps aux plus durs efforts, mais il possède également cette qualité rare de bien juger les faits et les gens, de bien se situer lui-même relativement à l'adversaire et à l'épreuve proposée. Combien de courses il a gagné tactiquement? Oui, oui, il y a aussi le fait maintenant, dans le cyclisme, donc, on a affaire à une autre forme de directive, à une autre forme je dirais de course. Euh, Dans les années 60, 70, c'était le coureur qui se prenait en charge, c'est le coureur qui connaissait donc ses capacités et qui jaugeait les capacités des autres. Aujourd'hui, malheureusement, pour moi je pense que c'est malheureusement, un homme qui est au l'autre bout du fil et qui dit au coureur attaque, freine, attention, remonte, et le coureur devient une machine. Oui, c'est finalement tout le staff maintenant qui se greffe autour des coureurs. On a une perte quelque part sur On a perte. la réflexion. Le coureur ne s'appartient plus. Est-ce que tu détestes autant les oreillettes que moi? Oui, parce que donc au départ, les oreillettes ont été faites pour avertir les coureurs quand il y a un accident. Et de ce fait, ça passe à le cerveau qui a inculqué donc une tactique de course au détriment. Le coureur devient une machine. Oui, on perd le ressenti On dont vous perd. parliez à l'instant, Et, justement. et disons que des coureurs comme Stableski, qui a un des plus beaux palmarès, champion du monde, 5 fois champion de France, qui a gagné le Tour d'Espagne et tant d'autres, et s'il courait aujourd'hui, il n'aurait pas de palmarès, parce que donc c'est quelqu'un qui connaissait à fond son métier, et il jugeait à fond les coureurs. Mais maintenant, donc, il aurait pu se faciliter. Et à l'inverse, sans être méchant, hein, qui me pardonne, hein, peut-être que Poulidor, il aurait un autre palmarès hein, s'il y avait eu les oreillettes. Alors, on le rappelle, oui, puisque vous êtes encore une fois pour nos téléspectateurs d'Info 83,
une légende effectivement du cyclisme, puisque grand gagnant du Tour de France en 1966, vous avez connu, on peut le dire, une forme d'apogée en France du cyclisme avec Jacques Anquetil, les Raymond Poulidor, celui qu'on surnommait l'éternel second, mais qui reste une grande figure, bien entendu, du cyclisme. Et moi, j'aimerais avoir vos avis, messieurs, notamment, puisque on parlait justement sur ses capacités intrinsèques. L'intelligence, c'est peut-être quelque chose, j'imagine, qui va surprendre nos téléspectateurs, dire que on réfléchit quand on est un cycliste à la stratégie, à la tactique, parce que c'est un sport extrêmement difficile, très 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 difficile. Et moi, j'aimerais avoir votre avis, messieurs, finalement, sur tout le sujet qui fâche au cyclisme, c'est le médical, tout le suivi médical qui souvent a un versant uniquement négatif. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis, Lucien, justement, sur tout ce versant-là du médical, du dopage, in fine, aussi autour du cyclisme. Vous avez dit le mot dopage. Voilà. Je l'ai lâché. Vous l'avez lâché. Écoutez, moi j'ai un avis très simple. À notre époque, le docteur, c'était nous. Quand on avait mal à la tête, on prenait une aspirine. Quand on voulait pas dormir, donc on prenait de la caféine. On se soignait soi-même. De ce fait, donc, tout à l'heure, on discutait des anciens. Il y a des coureurs comme Bahamontes, comme Gemignani, 97 ans, ils sont toujours là. Et maintenant, par contre, depuis que Dumas, docteur Dumas, a voulu, je dirais, instaurer donc une certaine hygiène dans le vélo, il y a la médecine qui a pris le pas, et donc maintenant les coureurs, ils ne se soignent plus, c'est les toubibs qui les soignent. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a la chasse à l'exploit, donc il y a les laboratoires qui recherchent les médicaments, et il y a des docteurs qui sont toujours à l'avant-garde pour dire que ce médicament n'est pas décelé, donc on le prend. Et de ce fait, donc c'est au détriment donc de coureurs. Parce que le coureur, lui, il est soumis donc à une hygiène de vie qu'il ne maîtrise pas. Moi, j'ai eu la chance d'être dans une époque où c'est moi-même qui me soignais, et donc le dopage n'avait pas lieu d'exister, quoi. Parce qu'on était tous au même point d'égalité, quoi. Alors j'allais dire, Yves, on revient sur nos discussions dont on parlait autour du sport, à savoir que des fois c'est l'environnement finalement, c'est tout ce qui est autour du sportif qui peut être nocif. Est-ce qu'on peut le dire ça, Yves? Oui, mais ça n'empêche pas que j'ai un profond respect, moi, pour les sportifs et pour les cyclistes en particulier. Absolument. Parce que je pense que c'est un des sports les plus difficiles. Et moi, je respecte tout à fait leur façon de vivre. J'ai une position très particulière sur le dopage. Qui n'est pas à faire écouter aux enfants probablement, mais je suis pas pour tous ces contrôles. Chacun prend ses responsabilités. Voilà. Je crois que de toute façon, un coureur mauvais qui se dope et un coureur bon qui se dope, il y aura toujours le même écart. Ce sera toujours le bon qui sera devant, hein. Toujours le bon qui sera devant. Les meilleurs gagneront toujours les courses. Et donc, je pense qu'il faut les laisser vivre leur vie. Il y a d'autres sports où il y a moins de contrôle, il y a moins de. Et c'est tout aussi hypocrite parce que ils en prennent peut-être autant. Bien sûr. Mais on les laisse tranquilles. Donc moi, je reste dans mon côté admiration de ces champions-là. Et ils font ce qu'ils veulent de leur carrière. Et voilà, c'est tout. Donc c'est important, ça, voilà, de le souligner, parce que à tort, on peut le dire, à tort, on associe trop souvent, effectivement, encore une fois, ce versant négatif au cyclisme. Alors qu'encore une fois, c'est un sport très difficile. C'est le sport le plus contrôlé. C'est vrai. Moi, j'aimerais qu'on contrôle de la même façon les footballeurs, les rugbymen, les athlètes. Vous croyez que, je sais pas, moi Alors j'allais dire justement, Lucien, d'où ça vient finalement ce contrôle extrême qu'on a au cyclisme et qu'on retrouve peut-être moins dans les autres sports? Bon, disons qu'au départ, il y a eu le fait que les coureurs, il y avait la génération d'avant moi, il y avait des coureurs qui tombaient dans le fossé avec les jambes raides, et ils prenaient de la strychnine. La strychnine, c'est un médicament qui titanise les muscles, et de ce fait, c'est devenu une légende. Donc les coureurs se dopent, alors que c'était un médicament, c'est que de la strychnine. Je voudrais revenir sur un fait que quand on dit les coureurs se dopent, les coureurs prennent les médicaments qu'il y a en vente. Oui. Ces médicaments, tout le monde les prend. Il n'y a pas que les coureurs. Ce n'est pas un médicament fait spécialement pour le coureur. Donc ces médicaments, s'ils sont mauvais pour tout le monde. Alors pourquoi les autres en prennent aussi? Donc c'est dangereux pour les autres aussi.
Est-ce que c'est pas finalement qu'une affaire, on l'a dit en fait en filigrane à l'instant, de sémantique? C'est-à-dire plutôt que de parler de médical, on va tout de suite parler de dopage et qui est un terme devenu maintenant galvaudé, un peu négatif? Oui, oui, disons que là, oui, tout à fait. Oui, je parlais donc de dire que ces médicaments donc, sont à la portée de tout le monde et tout le monde en prend. C'est vrai qu'il y a des médicaments qui ont un effet secondaire ou des effets plus impulsifs pour certaines personnes. Et de ce fait, donc, ça peut éventuellement déranger certaines personnes. Mais moi, je pense que ces dernières années, pas plus maintenant, mais ces dernières années, on avait atteint des limites qui devenaient dangereuses parce que les coureurs prenaient des médicaments qui étaient faits pour des gens qui étaient des gens malades, qui Mhm. avaient des séquelles plus ou moins importantes. Et les coureurs, les sportifs, pas que les coureurs, les sportifs prenaient donc ces médicaments, donc il fallait mettre le holà. Et la Fédération internationale, l'UCI, a mis le holà, et par des sanctions, par des contrôles qui ont été énergiques. Et disons qu'aujourd'hui, je ne pense pas que le dopage existe toujours dans le vélo. Il y a des soins qui sont faits, mais le dopage n'existe plus. C'est vrai qu'on Mais entend beaucoup moins dans l'actualité il y aura aujourd'hui. toujours le petit malin qui croit que. Moi, je vais vous faire un aveu. En 67, il y avait déjà le dopage, les contrôles. Et donc, on se faisait attraper, disant, ton cas est positif. Pourtant, j'ai rien pris, moi. Et de ce fait, donc, tous les coureurs, on avait dit au championnat de France, 67, euh, 15 jours avant, on prend plus de vitamines, on prend plus rien, pour démontrer qu'on peut faire du vélo, ça. Et donc, tous les coureurs, les 130 ou 140 ou 150 coureurs qui ont participé au championnat de France, ont été clean. Et ils ont dit, bon, ben, on veut démontrer au pouvoir public. Et j'ai eu la malchance de faire deuxième, le championnat de France à Felletin. Le premier, c'était Le Thor, Désiré Le Thor. Mais vous voyez que Désiré Le Thor, c'était dopé. Donc, sur les 130 coureurs, il y en avait 129 qui avaient joué le jeu. Et le 130e, donc, avait pris un médicament, il a été déclassé. Alors, toujours dans l'anecdote, c'est que, étant deuxième, étant contrôlé négatif, donc on a voulu me remettre le maillot du champion de France. J'ai refusé. Et donc, à l'époque, je prenais 500 francs 500 francs d'amende pour port de tenue non réglementaire. Je devais porter donc le maillot de champion de France, porter le maillot donc à l'époque de BIC. Le ministère donc m'a convoqué. À l'époque, c'était Herzog et puis le colonel Crespin, et il m'a convoqué donc au ministère en disant dans le milieu sportif, il faut que le deuxième ou le troisième qui ne sont pas négatifs prennent le titre. Et moi, j'ai têtu comme un bon méridional. Bon, j'ai dit, moi, c'est pas le dopage qui m'a battu, c'est le tort. Je refuse donc de mettre le maillot. Et depuis ce temps-là, depuis 67, on est la seule fédération où quand le premier est déclassé, il n'y a pas de maillot qui sont remis. La seule fédération. Donc vous êtes, on peut dire, le précurseur Le finalement précurseur, de, mais ça n'a de- pas fait des petits. Hein. Oui. Tout le monde prend le maillot. Mhm. Surtout qu'à l'époque, un maillot bleu, blanc, rouge, c'est pour nous qui gagnons notre argent dans les critériums, c'était 30 critériums d'assurés. Donc je me suis assis sur beaucoup d'argent, quoi. Alors c'est une Lucien, anecdote collector, hein. depuis 85, aucun Français n'a gagné le Tour de France. Le dernier, c'est Bernard Hinault. Comment tu l'expliques alors qu'avant, il y en avait régulièrement 3 ou 4 par décennie, quoi. Comment ça s'explique, ça? Mais je pense que la préparation des coureurs n'est plus la même qu'avant. Avant, les coureurs français préparaient donc, il y avait Paris-Nice, après il y avait le Midi Libre sur le plat, et ensuite on allait dans le Dauphiné, préparer pour l'école pour faire le Tour de France. Et donc ces préparations sont plus ou moins, je dirais, consécutées, et il y a plus de coureurs pour préparer, il n'y a plus de grimpeurs non plus. Il n'y a plus de grimpeurs. Le dernier grimpeur, c'est Virenque. Mais de vrais grimpeurs, avant Virenque, c'était Van Impe qui était un Mhm. grimpeur. Il n'y a plus de vrais grimpeurs parce que donc, les coureurs ne font plus les courses qui s'apparentent donc au Tour de France. Dans les courses, surtout cette année, avec tous les cols qu'il y a, il faut vraiment avoir un grimpeur. Et de ce fait, donc, c'est la préparation
et le calendrier des courses qui fait que les Français ne sont pas encore au rendez-vous. Pas encore, mais peut-être qu'Alaphilippe me démentira. Et est-ce que les équipes de Français sont assez solides? Parce que ça devient quand même presque un sport collectif maintenant, hein. Je vois ce qu'ils font là, ces espèces de trains sans arrêt. Il n'y a pas que dans les sprints, hein, dans les étapes, Est-ce qu'on est assez solide, nous? Je pense que oui. Je pense qu'il y a de très bonnes équipes en France et il y a de très bons coureurs, il y a des très bons managers, très bons directeurs sportifs. Non, on est à la hauteur. Mais disons que Il manque plus que le déclic. un Bardet, donc ça peut être un tout leader. Donc il est là pour faire dans les 3-4 premiers, mais il manque l'étincelle pour gagner. La dernière marche est toujours très dure à passer. Donc Merckx, par exemple, quand on parle de génération, moi, ma génération, c'est Merckx. Merckx est passé pro en 65, en même temps que moi. Moi, je me suis arrêté à 74. Lui s'est arrêté à 77. Mais à 65, 66, 67, 68, Merckx n'a pas gagné le Tour de France. Oui. Donc, il s'est préparé, il est monté en puissance. Ensuite, quand il a atteint 69, après, il a gagné 3-4 Tours de France. Donc. Mais il y a une préparation aussi à faire. Oui, les parcours sont très personnels finalement. Très C'est à un moment donné, le palier est passé par le cycliste. Voilà. Comment tu le gagnes le Tour en 66? C'est original quand même, c'est pas favori au départ. Ben, disons qu'en 65, je finis donc deuxième Tour de l'Avenir, c'est Gimondi qui gagne. Et Gimignani avait dit... Tu le gagnes celui-là normalement, hein. Oui, je suis pénalisé. Il y a une pénalité d'une minute, et tu finis à 45 secondes. Oui, c'est ça, oui. Donc, et donc Gimignani, Anquetil ne participant pas au Tour de France, avait dit tu pars comme leader, l'équipe Ford, c'était une équipe très puissante à l'époque, avec des coureurs comme Jimenez, comme Stableski. Et donc, malheureusement, je suis resté les bras en croix au sommet de l'Aubisque. On a été 27 coureurs abandonnés. Il y avait un problème d'insolation. Et je suis rentré à la maison. Et ça m'a marqué. L'année d'après, a-t-il participé au Tour de France? Gimignani avait dit, donc tu pars pour gagner le Tour de France. D'autant plus qu'en 65, c'est Gimondi qui gagne. Et donc, on est parti. Au départ, donc, Anquetil avait dit, moi je cours pour la gagne aussi. Et donc, on était deux leaders de rechange, deux leaders interchangeables éventuellement. Mais jusqu'à Bordeaux, donc, Anquetil, toute l'équipe était pour Anquetil. Et arrivé à Bordeaux, si Anquetil n'avait pas fait la différence au bout de 10 étapes, donc dans la montagne, Gimignani a dit tu pas qui attaquera. Donc effectivement, Anquetil n'a pas fait la différence et j'ai attaqué donc dans la montagne. Et si vous voulez la voir, comme une anecdote, si vous voulez bien. Non, Volontiers. elles sont gratuites. Ah, mais on est friand. Nous voilà donc à Chamonix, je suis deuxième du classement général, premier Janssen. Et donc j'étais heureux comme un pape, donc 24 ans. Parce qu'à l'époque, le Tour de France se gagnait aux environs de 30 ans. Hein. J'étais l'un des plus jeunes vainqueurs du Tour de France. À l'époque, il n'y en avait que 5 qui avaient gagné à moins de 25 ans. Et le matin, donc, j'attends que Gimignani, on déjeune avant l'étape, et j'attends que tout le monde s'en aille, puis je vais vers Gimignani, qui était mon directeur sportif, une légende aussi du cyclisme. Et je lui dis, Monsieur Gimignani, je suis heureux d'être deuxième. Si je pouvais arriver deuxième à Paris, je serais le plus heureux. Et là, connaissant ceux qui connaissent Gimignani, donc sont pas contrariés. Il me dit, petit con, tu crois que tu cours pour la deuxième place dans l'équipe? Regarde autour de toi, tu as Anquetil, tu as Jimenez, tu as Stableski. Tu crois qu'ils courent pour la deuxième place? Alors, si tu veux courir pour la deuxième place, de l'autre côté de la rue, tu vois, il y a les Merciers. Ils sont très heureux de t'accueillir parce que deuxième, ça leur plaît. Et voilà l'année. Voilà comment je suis reparti aussi bête, mais remonté à bloc. Et dans ces étapes de Turin, j'ai attaqué donc dans le dernier col, Coletta. Et j'ai fait les 40 derniers kilomètres pratiquement tout seul, le peloton derrière, et j'ai pris le maillot à Turin. Ah, c'est magnifique. Pas mal pour un descendeur quand même. Hein. Ah, mais c'est exceptionnel. Et d'ailleurs, pour un descendeur, il a gagné un contre-la-montre au Faron quand même. Hein. Oui, c'est exact. Et c'est en montant. Hein. En montant.
Alors j'allais dire, on a une tradition, nous, dans Côté Sport, que Yves conclut toujours là-dessus. Est-ce que tu es d'accord, Yves, pour qu'on l'applique, finalement, cette tradition, la fasse respecter à Lucien Aymar, à Mm. savoir le positif et le négatif? Je te Oui. laisse lui poser la question. Ah non, non, pose-la. Ben, j'allais vous dire, quel est, peut-être c'était celui-là finalement, mais quel est votre plus beau souvenir? Mais moi, j'ai deux souvenirs. Euh, ils sont opposés. Le premier, c'est quand, à 20 ans, j'ai pris la caravelle. Je suis allé au bout du monde à Tokyo, plus de 24 heures, parce qu'on faisait étape un peu en courage et compagnie, et arrivé dans une autre civilisation, au Japon, pour faire les Jeux Olympiques. Pour moi, ça a été quelque chose de grandiose. Je suis parti donc des jardins donc, de la ville d'hier, là, dans les potagers, pour arriver donc dans cette grande ville et de participer aux Jeux Olympiques, euh, défiler donc avant les Jeux. Bien sûr, Ça a été quelque chose de grandiose, un moment très fort. très fort. Et la deuxième, bon, bien sûr, c'est le Tour de France. Et, Alors, Arrivé à Paris, et la au plus Parc grande, des Princes, et la plus grande déception? c'est d'avoir abandonné. Bon, il y en a plusieurs. Hein, il y en a plusieurs. Déception, c'est que j'aurais peut-être dû être beaucoup plus assidu dans les courses. Donc, étant bon méridional, on prend souvent le temps de prendre du plaisir avant de faire son métier. Mais j'ai quelques déceptions. Bordeaux-Paris, quand mon dernier tombe en panne, où je finis deuxième, donc c'est Bordeaux-Paris, 550 km, c'est une légende aussi. Au Nürburgring aussi. Donc, quand on a été battu par Rudy Alfi. Et puis l'abandon de la Tour de France. Donc, pour une insolation, faute de jeunesse. Quoi. Est-ce que le Tour 66 a changé ta vie? Non, 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 pas du tout. Non, 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 non. Je vais peut-être changer de voiture. C'est tout ce que- Alors, ben, restez avec nous, Lucien Aymar. On va attaquer notre contre-la-montre à nous, hein, finalement, avec Yves, en brossant un petit peu l'actualité des Ouais, autres mais sports. rapidement, parce que là, c'est tellement Ah, c'est notre contre. passionnant. C'est pour ça que j'ai essayé notre contre-la-montre là. Ouais. Et n'hésitez pas à intervenir. Au contraire, on aime beaucoup avoir l'avis de grands sportifs comme vous. Alors, Yves, brièvement, football, Ligue 1. Ligue 1, bon, toujours pareil, le PSG se balade, le PSG écrase le championnat, ils vont pouvoir partir tous à la Coupe du Monde en ayant pratiquement le titre de champion dans la poche. Bon, par contre, il aurait tombé une petite tuile aujourd'hui, là, au tirage au sort de la Ligue des Champions. Il y a un certain Paris Saint-Germain, Bayern de Munich. Voilà. Ouais. Donc, ils ont bien fait de finir second de leur poule, hein. Donc, je leur souhaite bien du plaisir. Il y a aussi un Liverpool-Real de Madrid qui est pas mal aussi. Donc, ça, c'est pour la Ligue 1 et la Ligue des Champions. On a Deschamps aussi qui a dévoilé sa liste. Il va dévoiler sa liste. Oui. Ouais. Donc, et la Coupe du Monde, c'est dans 15 jours, hein, ça arrive à toute allure. Je pense qu'il est entouré de tous les meilleurs médecins de France pour savoir qui va pouvoir emmener là-bas au Qatar, parce que ça tombe comme des mouches. Ah, Donc, beaucoup de je ne sais blessures. pas comment ils font. Et puis, bon, au niveau national, le Sporting a encore perdu. Hier, pardon Lucien, mais encore un petit match nul contre Marignane, c'est pas glorieux. Ouais. Juste un Raphaël qui perd. Bon, le football varois n'arrive pas à retrouver son lustre Bah, au gré d'antan. des Donc, émissions, vous voyez, vous parliez de déclic hein, dans le cyclisme, on s'aperçoit que le foot varois n'a pas encore son déclic aussi. Hein. Oui, oui. Pourtant, il y a des dirigeants qui viennent de tous les horizons, oui, mais ça débouche pas. Oui, non, pour le moment, ça, la mayonnaise ne prend pas, hein. oui. C'est Bon, dommage. il faut espérer que ça va prendre. Ah bah Il y a justement, pas de- rugby, Yves. Bah, le RCT s'est un peu emmêlé les pinceaux hier contre Montpellier. C'est un peu dommage parce Petite déception, ouais. ouais, c'est une belle déception parce qu'ils restaient sur une belle série. Enfin, ils étaient dans le coup, quoi. Alors que là, bon, c'est un championnat qui est hyper serré et ça va être compliqué Tu penses à casser leur élan ou Non, mais ils sont 9. J'ai vu le classement en détail. Ils sont 9 ou 10 équipes pour être dans les 6 premiers, hein, donc ça va pas être facile. L'équipe de France qui s'en sort par miracle sur un essai de funambule à la dernière minute de Damien Penaud, donc ça c'est bien. Un petit clin d'œil aux filles qui ont perdu d'un point en Nouvelle-Zélande à la Coupe du Monde. C'est toujours ralent avec une pénalité à taper dans la dernière minute. C'est dommage parce qu'elles étaient
très très proche de l'exploit. Oui, on commence à être une nation, on peut le dire, du rugby féminin quand même. Ah non, mais ça fait un moment qu'elles existent, hein, les filles. Hein, Mais on en parle de plus en plus. mais il leur manque d'aller chercher ce dernier titre qui va. Pareil, on qui va revient donner encore au quelque déclic. chose. Si demain on a ce déclic, peut-être ça va exploser. Ouais. Et on en parlera encore davantage parce qu'elles ont énormément de mérite. Alors du coup, moto. Bon, Quartararo a perdu, mais ça tout le monde l'a parlé parce que bon, c'était infaisable. Il fallait qu'il finisse premier et que Bagnaia ne finisse pas dans les 15 premiers. Donc, C'était pas possible. La remontada n'était pas possible. non, puis il y avait toute l'équipe Ducati qui roulait pour l'Italien. Donc, bon, il fallait se réveiller avant. Mais il fait quand même une très belle saison. Hein. Il fait seconde du championnat du monde. Donc, c'est quand même bien. Il n'y a pas de problème. Alors positif au tennis, beau parcours de Caroline Garcia. J'allais le mettre à la fin dans mon coup de cœur. Ah, Si tu veux, je vais en parler tout de suite. je parce t'ai que coupé l'herbe sous le pied. Non, mais j'avais 2 coups de cœur pour une fois. Le premier, c'était pour le joli retour de Louis Carbonel à Mayol. oui. Je pense qu'il a été bien accueilli, malgré quelques sifflets, mais il y avait des pancartes pour le soutenir. Louis, l'enfant de Mayol, donc ça c'est bien. En plus, il marque 16 points. Les ouvreurs toulonnais, 0 points. Je suis très. Enfin, j'imagine la soirée du président toulonnais hier soir qui a lâché Carbonel et Bello et qui a fait venir Yaya West et un autre. Bon. Donc je pense qu'ils ont dû passer une belle soirée. Quelque chose d'explosif, hein, Ouais. encore une fois. Carbonel, c'est quand même Ah, c'est du gâchis. une faute professionnelle Ah ouais. d'avoir lâché ce gamin qui est pétri de talent, qui est déjà en équipe de France, qui va pouvoir y revenir bientôt. Et brillant. Bon, c'est brillant, c'est pas Brillant, normal. Puis donc le deuxième coup de cœur, c'est Caroline Garcia parce que en tennis, on n'est pas bien loti, quoi. Hein. On attend toujours le successeur de Noah, hein, un peu comme en vélo, le successeur de Bernard Hinault. Et puis chez les filles, bon, il y a eu Amélie Mauresmo, Marie Pierce, mais enfin, ça commence déjà à dater. Et là, Caroline Garcia, elle est en finale du Master, donc un bel exploit. Donc une belle lancée et Et il y a finale J'allais dire, il y a dans plus la qu'à. nuit, quoi. Eh oui, il n'y a plus qu'à. Et c'est jouable, hein. Contre Sabalenka, ça peut se jouer. j'allais dire que les femmes sauvent l'honneur justement au tennis. Voilà. C'est important. Et un petit mot sur la voile aussi, Yves. Ça a été, le départ a été reporté, alors je me dis que c'est plus comme avant, quoi. Tabarly doit se retourner dans sa tombe, quoi. Il y a trop de vent, on part pas, quoi. Ça, c'est un truc bizarre quand même pour les voileux. En général, c'est déjà un peu courageux, tout ça. Bon, là, il y a trop de vent, on part pas. Les maxis sont peut-être un peu fragiles, faut pas trop casser le matériel dans les 2 premiers jours, voilà, donc c'est bizarre. Donc le sport change, hein. Oui, le sport évolue, Et comme on dit, l'environnement autour aussi finalement. mais bon, c'est toujours passionnant quand même. Puis, ce sont de belles leçons de vie, donc il faut rester très attentif à tout ce qu'ils font, parce qu'ils nous donnent des leçons à longueur de vie. Bah, à l'image de longueur Lucien Aymar, on l'entend avec un discours, j'allais dire, quelqu'un qui est fondamentalement humble alors que vous avez un parcours exceptionnel. Donc moi je tiens à le souligner, c'est formidable. Il a écrit un livre qui est passionnant, qui s'appelle Le temps des champions. Tu peux le montrer à la caméra, Voilà, effectivement. ça, c'est un livre remarquable, bourré d'anecdotes, une leçon de vie. Je le conseille à tous les jeunes et moins jeunes. Ah bah bien sûr, et en plus, j'allais dire, vous nous avez partagé avec nous quelques anecdotes, donc c'est toujours intéressant d'avoir justement ces anecdotes-là. C'est Mareuil qui l'a édité. Oui. Ouais. Donc, Et très, très beau moment de lecture. Ah, donc, à lire. Et j'allais dire, bah, maintenant, on va vous montrer, en fait, Lucien, notre tradition à nous, qui est finalement le coup de gueule d'Yves Mérins. Non, le coup de gueule, mais bon, à la limite, ça aurait été bien de ne pas en parler aujourd'hui, parce que par rapport à tout ce qu'on a dit, par rapport aux légendes et tout ça, le coup de gueule, c'était la détresse du sport dans la métropole toulonnaise, quoi. Voilà. Oui, dont tu nous as déjà Le aussi football beaucoup parlé, vivote, effectivement. le HTV, cher à Lucien, 10 matchs, 10 défaites. Il n'y arrive pas. Le hand féminin, ils sont 10e sur 14. Je pense que la métropole, les villes méritent mieux que ça. Et donc, il faudrait vraiment que ces clubs-là se réveillent et remettent le sport à leur niveau qu'on a connu, quoi. Hein. Le HTV, ils ont joué en Pro A pendant des années, des années. Le Palais des Sports était plein, ou l'Espace 3000. Donc, pour revivre ça, quoi. Bah, il nous faudrait des nouveaux Lucien Aymar, hein, finalement. Eh oui. Il nous en faut. Ils vont arriver, il n'y a pas de raison. Ah bah, je suis bien d'accord Il n'y a pas de avec vous. raison. Bah, ça a été un vrai plaisir d'avoir Lucien Aymar avec nous. Sincèrement, je suis extrêmement honoré déjà à titre personnel.
Donc c'est vraiment formidable et je tiens à le souligner, voilà, un vainqueur du Tour de France en 1966. Je ne sais pas si, je pense que les téléspectateurs mesurent la chance qu'on a d'avoir justement un sportif comme ça français qui a réussi au plus haut du cyclisme. C'est quand même incroyable. Que les jeunes aillent sur Internet et sur Google. En général, je ne conseille pas trop ça, mais qu'ils aillent voir et qu'ils se rendent compte du palmarès de ce monsieur. Et ce qui est un vrai plaisir pour nous à Côté Sport, je tiens à vous le souligner aussi, Lucien, c'est que lorsqu'on reçoit des grands champions comme vous, on ressent vraiment énormément d'humilité. Moi, c'est pas pour vous passer la brosse, hein, comme on dit, mais très sincèrement, je pense que tu es d'accord avec moi, Yves, on ressent beaucoup de valeur, parce que mine de rien, c'est énormément de travail, on s'en doute. Oui, puis disons que c'est vrai que, elle dit c'est vrai, on n'est que trois vainqueurs du Tour de France français encore en vie. Bernard Hinault, Bernard Thévenet, et puis moi. Oui. Et moi, le problème, c'est que je suis le plus ancien. Non, mais vous êtes en pleine forme. Mais je suis en pleine forme. Oui. La forme est pleine. Je veux dire, vous faites encore un peu de vélo ou... Je faisais un peu de vélo, oui, mais là, j'ai eu quelques petites chutes et il a fallu que je me mette un peu au vert, mais je vais reprendre. Oui. Ah bah écoutez, ça me manque, oui. Bah, j'allais dire, on peut pas vous voir sans vélo. Bien sûr, sans mon vélo, oui. Bah, j'allais dire, Lucien, encore une fois, un grand merci d'avoir été parmi nous. Merci à vous. Et j'allais te laisser le mot de la fin, Yves, ou est-ce qu'on le laisse à Lucien comme tu veux? C'est tellement agréable de recevoir un grand monsieur, une légende. Franchement, on en a reçu beaucoup, mais c'est une belle émotion, Lucien. Voilà, je tenais à te le dire. Merci à vous, parce que j'ai passé aussi un bon après-midi avec des gens sympathiques. Merci. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve prochainement, Yves, pour le prochain numéro de Côté Sport. Et chers téléspectateurs, soyez au rendez-vous. Un grand merci à vous et à très bientôt sur Info 83.